Voilà, bonsoir à toutes et tous. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, donc je travaille pour les deux associations faîtières qui s'occupent de gestion des eaux au plan suisse. Alors, en quelques mots, ces deux associations, donc tout d'abord la SSIGE, qui est la Société Suisse d'Industrie du Gaz et des Eaux, qui est en fait l'organisation professionnelle pour la distribution de gaz et d'eau au plan suisse. Donc on voit que c'est une vieille dame, elle a quelques années de vol à son actif, plus de 140, et elle regroupe environ 1200 membres, puisque c'est une association, donc il y a des membres, et environ 510 distributeurs d'eau, sur les 3000 que compte la Suisse environ. Donc on peut se dire que c'est relativement peu de distributeurs d'eau qui sont membres de l'association, mais ce sont les principaux, les plus grands, donc les grandes villes, puisqu'avec ces 510 membres distributeurs, c'est à peu près les 3/4 des volumes d'eau distribués qui sont représentés. Voilà, peut-être juste au niveau des infrastructures, donc la SSIGE, les membres, enfin les distributeurs d'eau représentent, si on veut bien, un réseau de conduite pour la distribution d'eau potable de plus de 555 000 km. Donc ça, c'est la partie publique, à quoi il faut rajouter les raccordements privés, qui représentent à eux à peu près la moitié, donc 26 300 km. Ici, vous avez la valeur de remplacement des infrastructures pour la distribution d'eau potable qui sont représentées. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais on voit que ça représente une valeur de remplacement totale de 47 milliards de francs. Donc, la valeur de remplacement, c'est la valeur qu'on devrait investir aujourd'hui pour construire les mêmes infrastructures. Donc, 47 milliards de francs, vous voyez, ça représente environ 6 200 francs par habitant en Suisse d'infrastructures pour l'eau potable. La deuxième association, c'est le VSA, c'est l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux. Si je fais un peu un parallèle, il y a 1400 spécialistes, 1400 membres qui forment l'association et qui s'occupent, qui sont responsables d'environ 130 000 km de canalisation pour évacuer les eaux usées. Je reviendrai sur cette notion eau usée tout à l'heure. Et pour traiter les eaux polluées, donc les eaux usées, dans 830 stations d'épuration en Suisse. Donc dans ces stations d'épuration, vous voyez qu'il y a à peu près annuellement le volume d'eau du lac de Bienne qui est traité. Valeur de remplacement des infrastructures pour l'évacuation et l'épuration des eaux, 80 milliards de francs suisses, donc ça nous ramène à 10 500 francs par habitant en Suisse. Donc, si on prend les valeurs de remplacement de tous ces réseaux, de toutes ces infrastructures pour l'alimentation en eau potable et ensuite pour l'évacuation, l'épuration des eaux usées, vous avez un montant conséquent, hein, ça fait plus de 120 milliards de francs suisses qui représentent, j'ai regardé en grande ligne, on pourrait réaliser 10 fois le tunnel ferroviaire du Gothard avec ces montants-là. Donc on se rend compte quand même que ce n'est pas anodin, c'est vraiment des infrastructures importantes. Voilà en grande ligne les centres de compétences, les domaines d'activité de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux. Je vais passer ça assez rapidement, mais si on regarde au niveau de l'épuration des eaux, il y a une plateforme qui est rattachée aux écoles polytechniques, et qui s'occupe des techniques de traitement des micropolluants. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce thème très actuel du traitement des micropolluants, puisqu'il faut savoir donc, que la Suisse est le premier pays qui a inscrit dans une loi le fait de traiter les micropolluants. Et à ce titre, il y a un fonds qui se crée petit à petit. Depuis le 1er janvier de cette année, chaque association propriétaire, disons, de stations d'épuration doit payer à la Confédération un montant équivalent à 9 francs par habitant raccordé. Tout ça dans le but justement de financer des réalisations pour traiter les micropolluants dans les stations d'épuration. Voilà, juste rapidement, donc au niveau des publications et des manifestations des deux associations, vous avez ici une revue technique spécialisée qui est publiée tous les mois
et un trimestriel un peu moins important qui est pareil tous les trimestres et qui traite des thèmes de gestion des eaux de manière globale. Et ici, si vous êtes intéressé à avoir un accès ou avoir un calendrier pour les diverses manifestations dans le thème de la gestion des eaux, vous pouvez aller sur la plateforme romande Gestio, qui regroupe toutes les activités des associations, pas seulement le ESA et la SSIGE, mais de toutes les associations qui sont actives dans la gestion des eaux au plan roman. Voilà. Maintenant, juste un mot sur quelle est finalement la mission de ces deux associations. Eh bien, la mission principale, c'est de collecter le savoir-faire et de le transmettre. Pour ce faire, donc, une des activités majeures de ces deux associations, c'est d'édicter les normes et les directives qui constituent l'état de la technique en matière de gestion des eaux. Donc, il y a des directives telles que celle-ci, la directive SSIG-W3, qui fixe finalement les règles, l'état de la technique pour les installations intérieures dans les bâtiments, et une norme, celle-là c'est carrément une norme SIA, c'est la norme SN 592 000, relative à l'évacuation des eaux des biens-fonds. Alors, est-ce que vous connaissez cette norme SIA 592 000? Est-ce que vous travaillez tous les jours avec cette norme? Voilà. Alors ça, c'est un grand problème, effectivement, c'est que malheureusement, cette norme est assez peu connue et il n'y a pas simplement de soucis dans la réalisation des installations pour l'évacuation des eaux des biens-fonds. Voilà la question qui a été posée dans le cadre de ce débat urbanité. L'eau est-il facteur de qualité urbaine? Alors, je n'ai pas la réponse, j'espère l'avoir au terme de la soirée, mais je vais vous présenter quelques aspects de la gestion des eaux de manière globale, mais avec la vision des associations faîtières, des associations professionnelles en la matière. Alors très rapidement, le bilan hydrologique en Suisse. Donc on voit que la Suisse est arrosée de grandes quantités d'eau annuellement. C'est à peu près 60 milliards de mètres cubes d'eau qui s'abattent sur la Suisse annuellement. Donc c'est important, on a de la chance, on n'est pas dans une zone aride où les intempéries, enfin les pluies sont très rares. Et de ces 60 milliards, juste pour se faire une idée, il y a à peine 1,5% qui est utilisé en fait pour la production d'eau potable. Donc c'est vraiment infime. Tout le reste, il faut le gérer d'une façon ou d'une autre. On y reviendra tout à l'heure, la gestion des eaux pluviales est quand même un défi d'importance majeure à l'heure actuelle. Voilà. Là, j'ai une représentation, un schéma des différents processus liés à la distribution et à l'évacuation et l'épuration d'eau. Donc, si on prend ici, tout d'abord, l'eau, on va la chercher principalement dans des ressources souterraines. Ça peut être par le biais de puits ou par des sources à résurgence naturelle. Donc cette eau est captée, ensuite elle est menée dans des réservoirs où elle est stockée, et depuis là, elle est distribuée via des conduites pour être utilisée dans les agglomérations, dans les zones urbanisées ou en campagne aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ici, si on se concentre sur l'utilisation, c'est assez impressionnant parce que cette eau qui a transité donc, par des kilomètres de conduite, tout d'un coup, là, sur 30 cm, si on prend l'image qui est ici, lorsque vous lavez les mains, sur ces 30 cm, comme par magie, elle se transforme. Elle passe d'une denrée alimentaire hyper contrôlée, je pense même que c'est la denrée alimentaire la plus contrôlée, à un déchet qu'il faut évacuer et traiter dans une installation centralisée. Donc finalement, le contact que vous avez en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur de l'eau qui vous est distribuée au robinet, ben voilà, c'est sur 30 cm, sur quelques secondes. Et pour ces quelques secondes, vous avez toutes les infrastructures que j'évoquais tout à l'heure, c'est 127 milliards d'infrastructures. Donc depuis là, l'eau est évacuée via des canalisations, où elle est ensuite traitée dans des stations d'épuration, avant d'être rejetée finalement dans le milieu naturel, donc dans des eaux superficielles. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc on passe d'un
captage dans des ressources naturelles à un rejet dans d'autres ressources naturelles. Là, juste pour se faire une idée, à l'heure actuelle, les statistiques de la SSIGE démontrent que la consommation des ménages, donc on parle vraiment des ménages, on a mis de côté tout ce qui était l'utilisation de l'eau dans les industries ou l'artisanat. Actuellement, la moyenne donc, statistique, c'est une consommation de 142 litres par personne et par jour dans les ménages. Et sur ces 142 litres, là vous voyez, hein, la majorité de cette eau, enfin la plus grande partie de cette eau est consommée pour les chasses d'eau dans les WC. Pour ce qui est des aspects sanitaires, on voit que c'est aussi une part importante. Mais finalement, dans tout ça, on se rend compte que alors c'est très difficile de dire quelle est la part de ces 142 litres qui est effectivement consommée en tant qu'eau de boisson, mais on sait qu'en principe, un être humain, il devrait boire 1 litre à 2 litres d'eau, enfin de liquide, par jour. Donc si on se dit 1 litre par jour, on se rend compte que c'est vraiment aussi qu'une infime partie de ces 142 litres qui sont consommés en tant qu'eau de boisson. Maintenant, si on s'attarde un peu sur l'évacuation des eaux urbaines, donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'eau potable qui est amenée au robinet, vous vous lavez les mains, ça devient de l'eau usée qu'il faut amener vers une station d'épuration afin qu'elle soit traitée. Alors, pour ce faire, on a tout un réseau de canalisation qui respecte 2 systèmes principaux, c'est le système unitaire ou le système séparatif. Pourquoi? Parce que l'eau usée, c'est l'eau qui est polluée, qui doit être nettoyée dans une station d'épuration. Celle-ci, elle s'écoule indépendamment des conditions météorologiques, de ce qui se passe à l'extérieur, s'il fait du soleil ou s'il pleut. Par contre, il y a aussi un élément très important, c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est les eaux pluviales. Les eaux qui tombent du ciel, elles vont ruisseler sur les surfaces imperméabilisées, et il faut bien en faire quelque chose de ces eaux. Alors, dans le système unitaire, ces eaux sont ramenées, c'est ce qu'on voit ici, dans la même canalisation qui s'en va en direction de la station d'épuration. Et si vraiment il y a des trop grosses intempéries, il y a des dispositifs qui s'appellent des déversoirs d'orage qui débordent finalement et qui rejettent ces surplus d'eau dans le milieu naturel, dans les cours d'eau. Dans le système séparatif, on a notre tuyau rouge qui s'en va en direction de la station d'épuration pour y emmener les eaux usées, les eaux polluées. Et les eaux pluviales, donc les eaux de ruissellement, sont collectées, elles, dans un autre système de canalisation et sont directement rejetées dans le milieu récepteur, donc dans les cours d'eau. Alors ici, c'est un petit schéma, mais les proportions, enfin le rapport est respecté dans le sens où les tuyaux, les installations qui doivent mener les eaux usées vers la station d'épuration sont notablement plus petites que les tuyaux qui doivent emmener les eaux pluviales. Donc si on parle dans les investissements, dans les infrastructures, finalement, dans les réseaux de canalisation, la part la plus importante, c'est vraiment la collecte et l'évacuation des eaux pluviales, et non pas les eaux usées. Voilà. Au niveau de la gestion des eaux urbaines, il y a 2 principes de base qui sont ancrés dans la Constitution suisse et qui peuvent se traduire par ces 2 phrases. Finalement, il faut protéger l'homme contre la nature et protéger la nature contre l'homme. Maintenant, l'eau dans la ville. Alors, l'eau, les aspects sociaux que l'eau remplit dans une ville, ils sont de plusieurs ordres. Donc là, j'ai représenté les éléments les plus actuels. Et c'est vrai que je ne connais pas de ville qui ne se soit pas développée en étant en relation directe avec un cours d'eau ou avec en tout cas la présence d'eau. À l'époque, c'était effectivement les fleuves qui étaient utilisés pour le transport de marchandises. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, l'eau joue toujours un facteur primordial au niveau social dans la ville. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, il y a les aspects sanitaires qui sont naturellement importants. Je pense que, voilà,
enfin M. Ramselier en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure, mais au niveau sanitaire, je pense qu'on a fait un progrès important en ayant l'eau courante à la maison, une eau potable, donc de qualité. Ensuite, un aspect qu'on a tendance parfois à oublier, c'est la lutte contre les incendies. D'ailleurs, historiquement, bon nombre de réseaux ont été créés pour distribuer de l'eau, pour stocker de l'eau en vue de la défense contre les incendies, pas forcément pour la consommation en tant qu'eau potable. Et puis, il y a pas mal d'aspects aussi sociaux qui sont liés aux aspects ludiques, hein, la baignade par exemple, ou alors l'agrément. Si on prend ici les fontaines devant le palais des fédérales à Berne, on voit que ça attire vraiment, que ça a un attrait important pour les gens, en particulier les enfants. Et ça, je crois qu'historiquement, c'est aussi quelque chose, un facteur très important au niveau de la présence de l'eau en ville. C'est vraiment ce rapport qu'on a avec l'utilisation et les jets d'eau, enfin l'utilisation de l'eau de manière générale. Maintenant, c'est vrai que la gestion des eaux en zone urbaine est confrontée à passablement de problématiques contemporaines. La première, c'est les changements climatiques. Et ensuite, des aspects liés à la contamination des eaux. La densification, l'urbanisation est aussi un problème indirectement pour la gestion des eaux, puisque l'imperméabilisation des surfaces entraîne un accroissement des volumes d'eau de ruissellement qu'il faut évacuer par les installations que j'évoquais tout à l'heure, par les tuyaux que j'évoquais. Et ensuite, il y a une problématique aussi au niveau des échelles de travail, puisque, on verra tout à l'heure, je reviendrai là-dessus, c'est vrai que jusqu'à présent, l'eau n'a jamais vraiment encore été considérée dans un ensemble. Voilà, au niveau des changements climatiques, donc ça on entend aussi beaucoup, les changements climatiques sont attendus dans les prochaines années, donc il s'agit de les anticiper et d'avoir des solutions finalement durables pour pouvoir gérer au mieux ces changements climatiques. Je pense que vous êtes tous rendus compte, c'est vrai que sur les 60 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent annuellement en Suisse, je ne pense pas qu'il y ait une différence significative les 50 dernières années sur la quantité. Par contre, c'est sur la façon dont elle tombe. Ça veut dire on est de plus en plus confronté à des intensités de pluie, donc des orages très violents. Il y a des grandes quantités, des grands volumes d'eau qui tombent dans un temps relativement restreint. Donc ça, c'est aussi une problématique par rapport à la gestion des eaux pluviales, c'est qu'on a à disposition des installations existantes qui ont été dimensionnées avec des pluies historiques d'une certaine intensité, mais qui ne correspondent plus forcément à la réalité actuelle. La contamination des eaux est aussi un problème. J'ai parlé des micropolluants tout à l'heure, donc voilà, ce sont ce genre de polluants dont on ne faisait pas trop cas à l'époque. Alors d'aucuns disent que c'est parce qu'on n'était pas capable de faire les analyses nécessaires pour les trouver dans l'eau. Mais malgré tout, ben voilà, vous avez effectivement de plus en plus de produits pharmaceutiques, de produits phytosanitaires, enfin plein de ces produits qui génèrent des micropolluants qui sont mis sur le marché, qui sont utilisés dans les ménages. Donc ça, c'est un problème de contamination. Et il faut bien se rendre compte aussi que les eaux de ruissellement qui s'écoulent donc sur des surfaces imperméabilisées peuvent se charger aussi en substances contaminantes. C'est vrai qu'avant, par le passé, on parlait souvent eau usée, eau claire. Et par défaut, les eaux pluviales étaient assimilées à des eaux claires. Mais il faut bien se rendre compte que les eaux claires, comme on les appelait, elles peuvent être polluées aussi avec des substances. C'est clair que si vous avez des eaux de pluie qui ruissellent sur une autoroute très fréquentée, ben vous avez immanquablement des métaux lourds, enfin des substances qui chargent les eaux de ruissellement. Donc voilà, il y a ces polluants émergents qui viennent s'ajouter finalement aux polluants qu'on connaît de longue date et ce pourquoi les stations d'épuration ont été construites à l'époque. Mais maintenant, avec ce type de polluants, de micropolluants, il faut rajouter un étage de traitement dans les stations d'épuration.
Là, je rebondis juste sur cette image-là, puisque effectivement les eaux de pluie qui ruissellent, qui sont chassées sur une façade d'un immeuble, peuvent aussi se charger en substances contaminantes. Donc là, vous aviez eu l'occasion déjà d'avoir un débat sur ce sujet, il y a quelques temps, je vais passer rapidement. La densification, bien oui, on est de plus en plus nombreux sur Terre, donc il faut loger tout le monde, il faut avoir des infrastructures, les infrastructures se développent aussi. Donc il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle en Suisse, la surface imperméabilisée augmente de 1 mètre carré par seconde. Le temps de le dire, hop, il y a 1 mètre carré qui s'est imperméabilisé en Suisse. Donc voilà, ça représente 12 terrains de football par jour. Donc c'est quand même pas rien. Et ces surfaces imperméabilisées génèrent des eaux de ruissellement. La densification et l'urbanisation provoquent aussi une pression sur les ressources en eau souterraine, donc qui sont utilisées pour produire de l'eau potable. Et il n'est pas rare d'avoir des puits, des stations de pompage qui, à l'époque, ont été construits vraiment à l'extérieur de la zone urbanisée et qui sont en fait rattrapés par l'urbanisation et qui tout d'un coup se retrouvent au milieu de quartiers parce que, normalement, enfin je parle trop, je crois que M. Ramseyer a aussi parlé des zones de protection des ressources en eau, mais théoriquement, il devrait y avoir des zones délimitées, des zones de protection où il est interdit de construire, mais malheureusement, ça n'a pas été fait partout de manière... il n'y a pas simplement encore de ressources qui ne bénéficient pas de zones de protection légalisées. Donc voilà, si l'urbanisation est galopante, provoque vraiment une pression sur ces ressources en eau souterraine. Je parlais des échelles de travail tout à l'heure. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours traité la ressource eau de manière sectorielle et régionale. Et maintenant, on se rend compte de plus en plus que la gestion des eaux devrait s'effectuer idéalement de manière plus globale au niveau du bassin versant. Donc un bassin versant, c'est vraiment une échelle géographique qui convient le mieux pour la gestion des eaux de manière globale. Donc ça entraîne aussi une vision différente. Il faut prendre un peu de hauteur et plus traiter, gérer les eaux au niveau d'un petit village, mais vraiment plutôt avoir une vision régionale. Alors toute cette problématique entraîne de nouveaux paradigmes dans la gestion des eaux, et un des changements les plus importants, c'est de passer d'une approche de type émission à une approche de type émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, on s'est beaucoup préoccupé de qu'est-ce qu'on rejette dans le milieu naturel. Quelle est la qualité de l'eau que je rejette? Donc on s'est posé la question à la fin du tuyau, qu'est-ce qu'on y trouve? Et maintenant le changement, c'est de dire, plaçons-nous du côté du milieu récepteur, donc du cours d'eau, et essayons de déterminer finalement qu'est-ce qu'il peut recevoir. Et c'est finalement en ayant fait cette analyse-là de dire, voilà, qu'est-ce qu'il est capable d'assimiler, d'absorber. Donc on va fixer des normes pour le rejet proprement dit. Donc c'est vraiment maintenant cette volonté-là de plutôt se poser la question sur le cours d'eau et sur un tronçon de cours d'eau, pas simplement à un endroit précis, et finalement, quelle est la charge que peut supporter ce cours d'eau, et ensuite on fixe des normes de rejet aux différents points. Voilà, donc ça c'est déjà un changement philosophique assez important. Là au niveau de la conception des bâtiments, bon, j'ai trouvé l'illustration qui n'est pas forcément la plus jolie, mais au niveau des bâtiments, l'idée maintenant c'est plutôt de dire les eaux de toiture, on les évacue via des descentes de toit directement en surface pour qu'elles s'infiltrent à travers le sol, à travers la couche d'humus, pour finalement aller directement réalimenter les nappes phréatiques. Et donc dans les conceptions modernes, donc ça c'est dans la norme SN 590-2000 dont je parlais tout à l'heure, c'est clairement indiqué que les drainages sont
principe à éviter, à éliminer. Et donc les anciennes conceptions qui consistaient à descendre les eaux de toiture dans les drainages, alors ça, ça fait déjà belle lurette que ce n'est plus l'état de la technique, mais on rencontre encore très souvent. Donc là, c'est vraiment ça l'idée, évacuer les eaux de toiture directement sur les surfaces. Les toits plats, principalement, les étanchéités sans herbicides, sans produits phytosanitaires. Voilà. Et puis, comme il n'y a pas de drainage, c'est clair que le sous-sol doit être imperméabilisé pour éviter que les pénétrations d'humidité. Ensuite, je parlais tout à l'heure des façades qui peuvent relarguer les substances contaminantes dans les eaux de pluie, donc quand les eaux sont chassées. Donc, une des méthodes consiste à installer des absorbants en bas des façades pour finalement traiter sur place les eaux de ruissellement qui proviennent des façades. Donc là, c'est l'exemple qu'on a ici. Mais ça peut aussi très bien être des absorbants qui sont mis en place pour traiter in situ les eaux de ruissellement, par exemple d'un parking très fréquenté où vous avez des charges conséquentes. Donc l'idée c'est aussi ça, c'est de pouvoir traiter les eaux de ruissellement et pas simplement les emmener dans un cours d'eau. Un nouveau paradigme aussi, c'est de limiter les ruissellements. D'ailleurs, c'est ancré dans la loi sur les eaux que la première priorité pour évacuer les eaux, alors il parle des eaux non polluées dans la loi, c'est de les infiltrer. C'est de les infiltrer pour que, déjà d'une part, on évite de devoir les collecter et les transporter sur des kilomètres, mais aussi justement pour réalimenter les ressources en eau souterraine, donc les nappes phréatiques. Et pour limiter ce ruissellement, il y a plusieurs solutions. Là, vous avez l'exemple d'une toiture végétalisée. Et finalement, une bonne quantité des eaux de pluie sont évacuées par évaporation. Ici, vous avez la réalisation de noues végétalisées qui parcourent un secteur ou un quartier. Ici, vous avez la possibilité de mettre en place des graviers qui ne sont pas imperméables, de même qu'ici, des pavés filtrants qui permettent à l'eau de s'écouler. Et donc ça, ce sont toutes des solutions finalement qui font partie d'un projet d'aménagement extérieur. Donc je pense qu'on aura une présentation tout à l'heure sur ce sujet-là. Et finalement qui fait appel aussi à l'ingéniosité des concepteurs pour finalement sortir un peu de ces anciens schémas de dire, ben voilà, les eaux pluviales, on les raccorde à un tuyau et on ne se pose pas la question. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'être créatif et de trouver des solutions qui permettent d'infiltrer, de traiter les eaux sur place, les eaux pluviales j'entends, sur place, et avec des éléments qui permettent aussi, dans des quartiers, de jouer un rôle social, comme on disait tout à l'heure, qui égaye le quartier. Voilà, donc finalement, en conclusion, le challenge, il est chez vous, c'est justement de combiner architecture, hydrologie urbaine, aspects paysagers, aspects sociaux, art, technologie. Voilà, et pour faire ce genre de réalisation, ce genre de design urbain, eh bien, nous avons besoin de vous, des architectes et ingénieurs. Voilà, j'en aurais terminé pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade, bien sûr. Oui, questions après. D'accord.